Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo pour parler d'égalité de fractions. Alors il faut comprendre que lorsqu'on est dans un cas d'égalité de fractions, en fait on est en situation de proportionnalité. Qui dit situation de proportionnalité dit qu'on va pouvoir utiliser toutes les propriétés que vous avez vues, que vous avez étudiées sur le chapitre proportionnalité, et notamment le produit en croix. Alors, à quoi va nous servir ce chapitre? Déjà, on va pouvoir écrire de manière simplifiée les fractions que l'on va rencontrer, ce qui va permettre de faire des calculs plus rapidement. Donc à partir de maintenant, dans tous vos calculs, on vous demandera d'écrire le résultat de manière simplifiée avec ce qu'on appelle une fraction irréductible. On verra en fin de chapitre quelle est la façon la plus sûre d'arriver toujours à une fraction irréductible. Alors définition, simplifier une fraction revient à écrire une fraction qui lui est égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. La proportion est conservée. Alors cette petite dernière phrase est très importante, la proportion est conservée, confirme le fait que nous sommes dans une situation de proportionnalité. Du coup, on va utiliser les propriétés de la proportionnalité pour arriver à écrire une égalité entre deux fractions, dont une qui sera beaucoup plus simple que la première. On nous fait une petite remarque pour nous dire que les critères d'éligibilité vont nous permettre de savoir si on peut simplifier le numérateur d'une fraction par 2, 3, 4, 5, 9 ou 10. Ce sont les critères que l'on a vus depuis le début de l'année. On nous donne un exemple, 36 sur 54, on va pouvoir écrire 2 tiers. Alors comment on a fait pour trouver qu'on pouvait écrire que c'était égal à 2 tiers? Eh bien, on remarque déjà, par exemple, c'est une manière de faire, il y en a d'autres, que 36, c'est le carré de 6. C'est 6 fois 6. Et on s'aperçoit que 54, c'est aussi un multiple de 6. 6 fois 9. Donc 36 sur 54, on va pouvoir l'écrire au numérateur 6 fois 6 et au dénominateur 6 fois 9. On s'aperçoit qu'on a, sur ce trait de fraction, au numérateur un facteur 6, au dénominateur le même facteur 6. On va pouvoir les barrer puisque 6 divisé par 6, ça va nous donner 1. Il nous reste 6 sur 9. On s'aperçoit que 6 et 9 sont des multiples de 3. On peut écrire 6 comme 2 fois 3. On peut écrire 9 comme 3 fois 3. Là, pareil, on va avoir un facteur 3 au numérateur et au dénominateur. 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Il nous reste donc 2 tiers. On aurait pu commencer tout de suite par écrire que 36 sur 54, si on a le coup d'œil, et vous finirez par l'avoir avec la pratique, 36 c'est 18 fois 2, et 54 c'est 18 fois 3. Alors c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a fait les calculs précédents, puisqu'on avait un facteur commun 6 qu'on a rayé, là un facteur 3 qu'on a rayé, 6 fois 3, 18, d'accord, 18 qu'on retrouve dans ce que je viens d'écrire, et on retrouve donc, en simplifiant, puisque 18 divisé par 18 ça fait 1, il va nous rester 2 tiers, on retrouve directement. Donc pour pouvoir simplifier une fraction, on s'aperçoit que si on ne connaît pas ces critères de divisibilité, ça risque de prendre beaucoup plus de temps, surtout si on n'a pas le droit à la calculatrice. Donc il va falloir les connaître, ces critères de divisibilité. Donc le premier, c'est le critère de divisité par 2. Donc on nous dit qu'un nombre A est divisible par 2 si seulement si son chiffre de divisibilité est divisible par 2. C'est-à-dire qu'un nombre est divisible par 2 si le chiffre de divisibilité est 0, 2, 4, 6 ou 8. Critère de divisité par 3 maintenant, on nous dit que si la somme des chiffres est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Ça c'est un critère que je vous ferai démontrer. Critère de divisité par 2 et par 3, je vous les ferai démontrer dès la quatrième. Ensuite, critère de divisibilité par 4, un peu différent. Celui-là, si on a A qui est supérieur ou égal à 10, on nous dit que A est divisible par 4 si et seulement si le nombre constitué des deux derniers chiffres de A est divisible par 4. Alors ça vient d'où ça? Ça vient du fait que si un nombre est plus grand que 100, si je prends un exemple de 1348, je vais pouvoir l'écrire, le décomposer en disant que c'est 2300
plus 48. Or 2300 c'est quoi? C'est 23 fois 100. Il me reste le plus 48. Donc si je veux diviser maintenant 2348 par 4, ça veut dire que je dois diviser le membre de droite par 4 aussi. Ce qui veut dire que chacun des termes doit être divisé par 4. « 23 fois 100 divisé par 4, 100 est divisé par 4, ça fait 25. Donc il va me rester 23 fois 25. Et il va me rester 48 divisé par 4. 23 fois 25, en fait, je m'aperçois que quels que soient les nombres que j'ai à la place de 23 ici, comme 100 est divisé par 4, ça me fait 25, je peux avoir n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce qui est ici, je peux mettre n'importe quoi, ça ne changera rien. Mon nombre sera divisé par 4 seulement si mon 48 divisé par 4 est divisé par 4. C'est ça le critère de divisibilité dont on vous parle. Je prends les deux derniers chiffres du nombre et je regarde si c'est divisible par 4. Et ce critère il vient du fait que 100, 1000, 10 000, etc. sera toujours divisible par 4. Donc tout ce qui est chiffres des centaines, milliers, dizaines de milliers et au-delà, on sait que ça compte pas pour savoir si c'est divisé par 4. On regarde juste le nombre composé du chiffre des unités et du chiffre des dizaines. Critère divisé par 5 maintenant, c'est très simple. Un nombre sera divisé par 5 si il se termine par 0 ou 5. Critère divisé par 9, il ressemble beaucoup au critère divisé par 3, et lorsqu'on fera la démonstration, vous comprendrez pourquoi. Donc un nombre est divisible par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc tous ces critères, il faut bien les garder en mémoire, vous en aurez besoin, et ça vous fera gagner du temps. Alors, je vous conseille de mettre sur pause pour pouvoir faire tranquillement cet exercice, et lorsque vous aurez terminé, vous regardez la correction en remettant lecture. Allez, 360, est-ce qu'il est divisible par 2? Il se termine par 0, donc il est divisible par 2. 360, si je fais 3 plus 6 plus 0, ça va me faire 9. 9, c'est bien divisible par 3, il est divisible par 3. 360, le nombre composé de ces deux derniers chiffres, c'est 60. 60 est bien divisé par 4, puisque 60 est égal à 4 fois 15. Donc il est divisé par 4. 360 se termine par 0, il est divisible par 5. 360, si je fais la somme des chiffres qui le composent, ça fait 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. 9 est bien divisible par 9. Donc 360 aussi. 360 est divisible par 10, il se termine par un 0. Donc 360 est divisible par 10. 456, c'est un nombre qui se termine par 6, il est donc divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme de ces chiffres. 4 plus 5, 9. 9 plus 6, 15. 15 est bien divisible par 3. Est-ce que 456 est divisible par 4? Le nombre composé de ces deux derniers chiffres, 56, est bien divisible par 4. Comment le voir rapidement? On a dit que 60 était divisible par 4 au-dessus. D'accord? Et si je fais 60 moins 4, je suis à 56. Donc c'est bien un multiple de 4. Est-ce que 456 est divisé par 5? Non, il ne termine ni par 0 ni par 5. Ce n'est pas un multiple de 5. Est-ce que 456 est un multiple de 9? On a dit que la somme de ces chiffres valait 15. 15 n'est pas divisible par 9. 456 ne finit pas par un 0, donc ce n'est pas divisible par 10. 282 termine par 2, donc c'est un nombre pair, il est divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme. 2 plus 8, 10, plus 2, 12. 12 est bien divisible par 3. C'est 4 fois 3, ça fait 12. Donc 282 est divisible par 3. Est-ce que 282 est divisible par 4? Pour le savoir, il suffit de prendre le nombre composé des deux derniers chiffres. 82. Est-ce que 82 est divisible par 4? De toute évidence, non. Puisque 80, c'est 4 fois 20. Si je rajoute 1, je passe à 84. Donc 82, ce serait 20,5 fois 4. Et 20,5, ce n'est pas un nombre entier. Donc ce n'est pas divisible par 4. Et comme 82 ne l'est pas, 282 non plus. 282 ne termine ni par 0 ni par 5, il n'est pas divisible par 5.
282 est-il divisible par 8? De toute évidence non, puisqu'on a dit que la somme des chiffres valait 12. Et comme il termine par 2, il n'est pas divisible par 10 non plus. 46 221 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? On fait la somme. 4 plus 6, ça fait 10, plus 2, 12, plus 2, 14, plus 1, 15. Donc il est divisible par 3. 5 fois 3, 15. Donc 46 221 est divisible par 3. Est-il divisible par 4? Je ne regarde que le nombre composé des deux derniers chiffres. 21 est-il divisible par 4? De toute évidence, non. Donc 46 221 non plus. Alors pourquoi je dis rapidement non? 4 fois 5, on sait que ça fait 20. Et ça fait donc pas 21. Donc ce n'est pas un multiple. 21 n'est pas un multiple de 4. De toute évidence, 46 221 n'est pas un multiple de 5 non plus, puisque il ne se termine ni par 0 ni par 5. Et on peut barrer tout de suite le 10, puisque 46 221 ne se termine pas par 0 non plus. Est-ce que c'est un multiple de 9? On a fait la somme de tous les nombres, on obtenait 15. 15 n'est pas un multiple de 9. Donc 46 221 n'est pas un multiple de 9. 33 525. C'est un nombre qui se termine par 5, donc ce n'est pas divisible par 2, c'est un nombre impair. Est-ce que 33 525 est divisible par 3? On fait la somme de ces chiffres. 3 plus 3, 6, plus 5, 11, plus 2, 13, plus 5, 18. 18, c'est divisible par 3, 6 fois 3, 18. Est-ce que c'est divisible par 4? Il faut que je regarde le nombre composé des deux derniers chiffres. 25 n'est pas divisible par 4. Si je fais 6 fois 4, 24, je ne tombe pas sur 25. Par contre, 33 525 termine par 5, donc c'est bien divisible par 5. Mais il ne se termine pas par 0, donc il n'est pas divisible par 10. On a dit que la somme des chiffres valait 18, d'accord? Dans 18, on a dit on a dit tout à l'heure c'est 3 fois 6, mais aussi on peut aussi écrire 2 fois 9. Donc c'est aussi un multiple de 9. Du coup, 33 525 est aussi un multiple de 9. 6288 termine par 8, donc c'est un nombre pair, il est divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? On fait la somme. 6 fois 2, 8. 8 plus 8, pardon, je reprends. 6 fois 6 plus 2, pardon. On fait la somme des chiffres. 6 plus 2, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 8, 24. 24 est-il un multiple de 3? Oui, 8 fois 3, ça fait 24. Donc, c'est bien un multiple de 3. Est-ce que 6288 est un multiple de 4? On prend le nombre qu'on constitue des deux derniers chiffres. 88 est-il un multiple de 4? Si on divise 88 par 4, on va tomber sur 22. 22, c'est un nombre entier, donc 4 divise bien 88. Autrement dit, 88 est bien multiple de 4. Donc, 6288 est bien divisible par 4. Par contre, il n'est pas divisible par 5, vu qu'il se termine par 8. Et il n'est pas divisible par 10, pour les mêmes raisons. Est-ce qu'il est divisible par 9? On a dit que la somme des chiffres valait 24. 24 n'est pas un multiple de 9, donc il n'est pas divisible par 9. Voilà, on vient de terminer l'exercice. J'espère que vous avez tous réussi à le faire correctement, puisque c'est une gymnastique qui va vraiment falloir maîtriser lorsqu'on va parler de fractions. Puisque une réduction de fraction, il faudra tout de suite essayer de repérer le facteur commun du numérateur-dénominateur. Alors, on vous demande de simplifier les fractions suivantes. On va commencer par le petit a. 54 divisé par 45. On s'aperçoit de quoi? Que 54, on peut l'écrire 9 fois 6. 45, on peut écrire 9 fois 5. Il va nous rester 6 sur 5. Petit b maintenant, on a moins 27 sur 24. On va pas trop s'embêter avec les signes, on voit qu'on a un moins au numérateur. Donc cette fraction représente un nombre négatif, vu qu'il n'y a qu'un seul moins. Donc je le mets devant.
le trait de fraction. Il me reste 27 sur 24. Quel est le facteur commun entre ces deux nombres? On peut déjà identifier 3. 27, ce serait 3 fois 9. Et 24, ce serait 3 fois 8. On garde le signe moins, les traits de fraction. Les facteurs communs, je peux les rayer. Tout à l'heure, j'aurais pu les rayer aussi. Il me reste 9 sur 8. On passe au petit c. On a moins 36 sur 48. On garde le signe moins devant. Alors 36, on s'aperçoit de quoi? C'est divisible par 2. Apparemment, c'est divisible par 3. Divisible par 9. 48 divisible par 2 aussi. Est-ce que c'est divisible par 3? 8 plus 4, ça fait 12. Donc a fortiori, c'est divisible par 3. Et pas par 9, puisque 12 n'est pas divisible par 9. Donc si je factorise par 3, si je fais apparaître ce facteur commun de 3, 36, ça va être 3 fois 12. Et 48 divisé par 3, alors si on ne voit pas, on pose sur son brouillon la division. 48 divisé par 3, je peux le mettre une fois dans 4. Il va me rester 1, je fais descendre le 8. Si je fais 6 fois 3, ça va faire 18. 18 moins 18, ça va faire 0. Fin de ma division. Donc je vais pouvoir écrire un dénominateur 3 fois 16. Facteur commun, je peux le barrer. Il va me rester moins 12 sur 16. Mais mon dénominateur est pair. Tous les deux sont pairs, pardon. Du coup, je sais que je n'ai pas fini. Je peux encore au moins simplifier par 2. Or, on s'aperçoit que si je divise 12 par 2, ça va me faire 6. C'est encore un nombre pair. Le dénominateur G16, si je divise par 2, ça va me faire 8. C'est encore un nombre pair. Donc normalement, je devrais pouvoir diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. 12 divisé par 4, ça va faire 3. 16 divisé par 4, ça va faire 4. Donc on va faire apparaître le facteur 4. Donc au numérateur 4 fois 3, au dénominateur 4 fois 4. Donc au final, mon facteur commun, je peux le rayer. Il va me rester moins 3 quarts. Je vais faire le petit d maintenant. Donc j'ai moins 36 sur moins 90. On va d'abord régler l'histoire du signe. J'ai au numérateur un nombre négatif, au dénominateur un nombre négatif. Une fraction, c'est une division, on est d'accord? Donc le résultat, je divise un nombre négatif par un nombre négatif, moins par moins, le résultat sera positif. Donc je peux enlever les signes moins, je ne m'en occupe plus. 36 maintenant, je regarde, apparemment c'est divisé par 9, 90 aussi. 36 divisé par 9, ça va me donner, ça va me donner 4. Et 90 divisé par 9, ça va me donner 10. Mais 4 et 10 sont divisés par 2. Donc est-ce que je ne peux pas diviser par 18 directement? 36, ce serait 18 fois 2. Et 90 divisé par 18, ça va me donner 5. Donc on va essayer de faire apparaître un facteur commun, 18. On a dit que 36 c'était 18 fois 2. Et 90 c'était 18 fois 5. En vérification, 10 fois 5, 50. 8 fois 5, 40. 50 plus 40, ça fait bien 90. Donc je peux rayer le facteur commun. Il me reste 2 cinquièmes. L'exercice 21 vous demande de simplifier les fractions suivantes. On s'aperçoit que 45 et 25 terminent par 5.
ça peut être une bonne idée de simplifier, commencer par simplifier en utilisant comme facteur commun 5. Le dénominateur 25, c'est 5 fois 5. Et 45, 5 fois 9. On barre les facteurs communs. Il va nous rester 9 au numérateur et 5. 5 ne divise pas 9, donc j'ai ma fraction irréductible. Alors, je ne peux pas la simplifier plus que ça. On va dire que 9 et 5 sont premiers entre eux. 24 sur 16, maintenant, je m'aperçois que 24, c'est un nombre pair, 16 aussi. Si je divise par 2, 24, ça va donner 12. 16, si je divise par 2, ça va me donner 8. Donc, je peux encore diviser par 2. 24 divisé par 4, ça va me donner 6. 16 divisé par 4, ça va me donner 4. Ah, je peux encore diviser par 2. On va continuer. Est-ce que je peux, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 24, c'est 8 fois 3. Et 16, c'est 8 fois 2. Donc, facteur commun, on va utiliser 8. 8 fois 3, 24. 8 fois 2, 16. Facteur commun 8, je peux le barrer. Vu que j'ai le facteur 8 au numérateur et que je le retrouve au dénominateur, j'ai 8 divisé par 8. Vu qu'au numérateur et dénominateur, je n'ai que des multiplications ou des divisions. Donc, je peux dire 8 divisé par 8. Ça fait donc 1. Il me reste le 3/2. Je continue. Le signe moins, je le passe devant directement. Donc j'ai 28 au numérateur, 49 au dénominateur. Alors quel peut être le facteur commun là? Est-ce que 49 est divisible par un des nombres qu'on a vu? Non. Donc, par contre, on connaît nos carrés parfaits. Carré parfait, je rappelle, c'est le carré d'un nombre entier. 49, c'est 7 fois 7. Donc, je vais l'écrire, 7 fois 7. Est-ce que par hasard, 28 n'est pas un multiple pardon, de 7? 7 fois 4, ça va effectivement nous donner 28. Je garde le signe moins devant. Le facteur commun, je peux le barrer. Il me reste 4 septièmes. Je vais reprendre la dernière fraction en bas. Moins 80 sur 54. Je garde le signe moins devant. 81, de toute évidence, c'est 9 fois 9. Carré parfait. À connaître hein, pour les repérer rapidement. 9 fois 9 et 54, on s'aperçoit que c'est aussi un multiple de 9. Alors comment on le voit tout de suite que c'est un multiple de 9? C'est un nombre composé de deux chiffres. Si je fais la somme des deux, ça fait 9. Donc on voit tout de suite que c'est un multiple de 9. Comment je sais que c'est 9 fois 6? En fait, j'ai qu'à rajouter 1 à la dizaine. D'accord? Moyen pour trouver rapidement. Je peux simplifier donc mon facteur 9. Il va me rester moins 9 sixièmes. Et on s'aperçoit que 9 et 6 sont divisés par 3. 9 c'est 3 fois 3. 6 c'est 3 fois 2. Je peux simplifier par facteur commun. Et j'écris le résultat en dessous. Il va me rester moins, trait de fraction, 3/2. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. D'habitude, on corrige ces exercices en classe ensemble. On a plus de place sur le tableau que sur ce petit écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lorsqu'on se reverra dans vraiment pas longtemps maintenant. Donc on reprend, troisième paragraphe, égalité des produits en croix. On l'a dit en introduction, lorsqu'on a égalité de fractions, on a en fait une situation de proportionnalité. Si on vous dit que 2 tiers est égal à 16 sur 24, c'est comme si on vous donnait un tableau de proportionnalité où on vous disait que voilà,
j'ai une première grandeur où j'ai 2 et 16, première grandeur qu'on va appeler numérateur, et une deuxième grandeur où j'ai 3 et 24, deuxième grandeur qu'on va appeler dénominateur. J'ai multiplié par 8 pour passer de 2 à 16. Je vais donc multiplier par 8 le dénominateur aussi. Pour passer de la première ligne à la deuxième, je multiplie par 3 demi. Pour partir de 2 pour obtenir 3, je multiplie par 3 demi. Mais pareil pour 16. Si je fais 16 fois 3 demi, je vais obtenir 24. D'accord? On est vraiment dans une situation de proportionnalité. Sauf qu'on ne va plus utiliser de tableau de proportionnalité. On va ici utiliser juste le signe égal. Mais les propriétés marchent toujours. J'ai le droit là de dire que j'ai fait x 8. Et là aussi. Je peux même dire que, comme je suis dans une situation de proportionnalité, je peux appliquer le produit en croix. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne si je prends des fractions où j'ai mis des lettres à la place des nombres? J'ai une fraction a sur b qui est égale à une deuxième fraction c sur d. Si j'applique le produit en croix, je multiplie une diagonale et je vais dire que c'est égal à la deuxième diagonale. Donc je vais dire que a fois d va être égal à b fois c. On a déjà vu lorsqu'on a abordé le calcul littéral que les multiplications devant les lettres ou entre les lettres, elles étaient superflues. On sait qu'entre deux lettres, il y a forcément une multiplication. Donc je simplifie, AD va être égal à BC. Et on retrouve notre résultat là. D'accord? Donc tout ça là, en fait, vous l'avez déjà vu, vous connaissez déjà, si ce n'est que cette fois-ci, on vous le présente différemment, on vous le présente avec des fractions. Et vous allez voir que c'est important de bien comprendre tout ça, c'est que derrière, on va utiliser ça pour poser les bases des techniques de résolution d'équations. Hein, vous verrez à partir de l'année prochaine comment on fait. Donc on a cette propriété sur les produits en croix, on a égalité. Alors si on a égalité des produits en croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne par exemple une fraction x sur 3 et que je vous dis que c'est égal à 16 sur 24, alors on sait que x est égal à 2 là, hein, vu que c'est le même exemple que tout à l'heure. Mais si j'applique le produit en croix, je prends la diagonale complète et je vais diviser par la troisième valeur qui est toute seule. Si je veux connaître x. D'accord? Donc ça va être égal à 16 fois 3 divisé par 24. Ce qui au final va nous donner 2. D'accord? Donc cette technique, cette égalité des produits en croix va nous permettre aussi de compléter des fractions. Quel que soit le trou que vous avez dans la fraction, hein, qu'il soit numérateur, dénominateur, qu'il soit à droite ou à gauche du signe égal, cette technique marchera toujours. Hein, si vous retenez qu'on multiplie les nombres sur la diagonale qui est complète et qu'on va diviser par le nombre qui est seul dans sa diagonale, donc le nombre qui est avec l'inconnu finalement, ben, le résultat ça va donner la valeur de l'inconnu. Hein, donc ici la diagonale complète c'était 3 fois 16, je divise par le nombre qui est tout seul dans sa diagonale avec l'inconnu, c'est 24. Donc 16 fois 3 divisé par 24, si vous faites le calcul, on obtient bien 2. Et on retrouve ce qu'on avait posé au début. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire des manipulations avec des fractions. Et il faut aussi comprendre que cette propriété, elle est réciproque. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir une égalité de produits, lorsque vous allez avoir AD égale BC, vous allez pouvoir tout de suite en déduire que A sur B est égal à C sur D. Alors là, on vous a mis des exemples, hein, moins 36 sur 120 et 15 sur moins 50. On vous demande de vérifier si ces quotients sont égaux. Alors, je rappelle qu'un quotient et une fraction, c'est pas exactement la même chose. Une fraction, c'est un quotient qui s'écrit avec des nombres entiers. Donc un quotient, techniquement, je peux l'écrire avec un nombre qui n'est pas entier. Donc pour savoir si ces deux quotients sont égaux, ben, je vais faire moins 36 multiplié par moins 50 et 120 fois 15. Si c'est produit en croix,
ont le même résultat, je pourrai donc dire après qu'ils sont égaux. Et si les produits en croix sont égaux, c'est que les quotients sont égaux. Alors, on utilise la réciproque des propriétés qu'on vient juste de voir. On fait pareil, on veut savoir si les fractions 25 sur 11 et 5 tiers sont égales entre elles. On va donc regarder le résultat des produits en croix. 25 fois 3, ça va faire 75. 25 fois 3, c'est cette diagonale. Et je regarde ensuite la diagonale. 11 fois 7, ça fait 77. 75 et 77 ne sont pas égaux. Les deux fractions ne sont pas égales. Les quotients suivants sont-ils égaux? Je vous laisse faire les exercices. On fait le produit en croix. Et vous vérifiez les produits en croix à chaque fois. Hein. On avance un peu. S'il faut, vous me direz, je vous ferai une vidéo de correction d'exercice. Mais là, la vidéo risque d'être un peu longue, donc j'avance. Comparaison de fractions, donc propriété numéro 1, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. On a déjà vu ça, vous connaissez toutes ces propriétés puisque on les a déjà abordées cette année avec les nombres relatifs. Maintenant, on est en train de parler de fractions. Ben, ça va être la même chose. D'accord? Si vous avez votre droite des nombres avec le 0 et le 1, si vous prenez un nombre A qui est positif, comparé à un nombre B, si le nombre B est négatif, c'est qu'il est à gauche du 0. Si le nombre A est positif, c'est qu'il est à droite du 0. Donc forcément, le nombre A sera à droite par rapport au nombre B. Donc il est plus grand, vu que sur cette droite, vu l'axe de la flèche ici, les nombres les plus grands seront à droite de la droite. Deuxième propriété, si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Si je place B' à droite du 0, celui qui est le plus grand, c'est celui effectivement qui est le plus à droite, donc il y aura la plus grande distance à 0 entre les deux. Donc ici, j'aurai bien A qui va être plus grand que B'. Ici, sur ma droite, je ne peux placer que les signes inférieurs à. Donc B' est inférieur à A, comme B est inférieur à 0, comme 0 est inférieur à 1. Propriété 3, si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Si je place B' ici, sa distance à 0 est plus petite que celle de B, et je vais donc pouvoir écrire que B est inférieur à B seconde, vu que B est plus à gauche, à droite que B seconde, pardon. Donc on me donne plusieurs exemples, moins 5 tiers, qu'on a ici, est bien inférieur à 1 sur 24, même si distance à 0, moins 5 tiers, sa distance à 0 est plus grande que la distance à 0 de 1 sur 24, mais 1 sur 24 étant positif, il est à droite du 0, moins 5 tiers étant négatif, il est à gauche du 0, donc moins 5 tiers est plus petit que 1 sur 24. Ensuite, je compare 1 sur 24 et 5 tiers, cette fois-ci 5 tiers est positif, sa distance à 0 est plus grande que la distance à 0 de 1 sur 24, donc 5 tiers va être plus grand. 5 tiers va être plus grand que 1 sur 24. Ensuite, je compare deux nombres négatifs, j'ai moins 5 tiers et j'ai moins 1 sur 24. La distance à 0 de moins 1 sur 24 est la même que 1 sur 24, sauf qu'on la prend à gauche du 0. Elle est donc très petite, alors que la distance à 0 de moins 5 tiers, qui est un nombre aussi négatif, est plus grande. Donc je vais pouvoir dire que moins 5 tiers est inférieur à moins 1 sur 24. Comparez les quotients suivants en utilisant une droite. Donc je vous laisse faire l'exercice, pareil, on finit le cours, sinon la vidéo va être trop longue. Si vous avez besoin, je vous ferai des vidéos sur les exercices. Propriété 4, ABC désigne trois nombres positifs avec ces différents zéros. Alors ces différents zéros, je rappelle, hein, c'est obligatoire, on ne divise jamais par 0. Alors, si A est inférieur strictement à B, alors A sur C est inférieur à B sur C. Pour pouvoir comparer deux fractions, pour être sûr de pouvoir les comparer proprement, il faut que je les écrive avec le même dénominateur. D'accord? Si je veux comparer 2 tiers et 4 cinquièmes, pour savoir laquelle des deux est la plus grande, etc., il faut que j'écrive sur le même dénominateur. 2 tiers,
pour un même dénominateur, pardon, je m'aperçois que le dénominateur, enfin le multiple commun à 3 et à 5, ça va être 15. Donc je vais écrire ça avec comme dénominateur 15. Donc pour passer de 3 à 15, j'ai multiplié par 5. Donc si je fais pareil au numérateur pour avoir conservé la proportion c'est pour dire que j'ai le signe égal entre les deux là. Donc si je garde la même proportion, je vais multiplier par 5 aussi le numérateur. Donc 5 fois 2, ça va faire 10. Ici, je mets au même dénominateur aussi, donc sur 15, sauf que cette fois-ci, j'ai multiplié 5 par 3. Donc je vais multiplier 4 par 3 aussi. 4 fois 3, ça fait 12. Et donc je vais m'apercevoir que 4 cinquièmes est plus grand que 2 tiers. Cinquième propriété, où A et B désignent deux nombres relatifs. Si on a A qui est inférieur à B, alors moins A est supérieur à moins B. Alors, pour bien comprendre ça, on va se tracer la droite des nombres. On va se mettre le 0. Si je place un point A ici, qui est plus petit qu'un point B que je place là, on s'aperçoit que là j'ai une distance à 0. C'est une distance que je vais appeler A, vu qu'A et B sont positifs. Dans mon cas de figure, A et B sont positifs. Hein. Je les ai mis à droite les deux du 0. Et la distance là, j'ai B. Si je veux me placer moins A maintenant, ben, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre la distance A vers la droite, je vais mettre la distance A vers la gauche. Donc ici, j'ai moins A. Et pareil pour B. Si je veux passer moins B, ben je prends la distance B. Sauf qu'au lieu de la mettre à droite du 0, je la mets à gauche du 0. Et je m'aperçois de quoi? Ben, je m'aperçois que moins B est plus petit que moins A. Ou que moins A est plus grand que moins B. Alors, vous pouvez vous amuser à faire ça, quel que soit le contexte, en prenant A positif, en prenant A négatif par exemple et B positif, ou en prenant A et B négatif, et vous allez vous apercevoir que, en traçant sur la droite, qu'à chaque fois la propriété est vraie. Si vous avez A qui est plus petit que B, alors vous aurez moins A plus grand que moins B. Quand on multiplie dans une inégalité, lorsqu'on va multiplier à gauche et à droite de l'inégalité par un nombre négatif, en l'occurrence ici moins 1, et bien on va inverser le sens de l'inégalité. Alors pareil, je vous laisse faire les exercices, on les reprendra s'il faut. Décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, on revient, on a déjà parlé, on va revenir sur ce qu'on appelle un nombre premier. Un nombre premier, ce sera un nombre entier positif qui va admettre exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Donc si on veut commencer à en citer quelques-uns, est-ce que 1 est un nombre entier premier? Est-ce que 1 est un nombre premier? Ben non, parce que 1 n'admet qu'un seul diviseur, il n'admet qu'un. Alors 1 est lui-même, mais comme lui-même c'est 1, c'est le même diviseur. Or la définition qu'on a donnée, c'est que c'est un nombre premier, c'est un nombre positif qui admet deux diviseurs. Donc 1, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un nombre premier. On va commencer avec 2. 2 est divisible par 1, mais il est divisible par 2 aussi. On continue avec 3. 3 est divisible par 1 et divisible par 3 aussi, ça en fait 2. Est-ce que ça marche avec 4? Non, parce que 4 est divisible par 1, il est divisible par 4, mais il est divisible par 2 aussi. Donc 2 en fait va être le seul nombre premier pair. Tous les autres nombres pairs étant divisibles par 2, ils admettent plus de diviseurs que les deux qu'il faudrait. Vu que tous les nombres sont divisibles par 1 et par eux-mêmes, il suffit qu'il y ait un autre diviseur pour que le nombre ait plus de deux diviseurs. Donc 4 ne l'est pas. 5 va l'être, il est divisible par 1 et par lui-même. 6 c'est un nombre pair, donc ça ne marche pas. 7 sera un nombre premier. 8 ça ne marche pas, c'est un nombre pair. 9 c'est un multiple de 3, ça ne marche pas. 10 c'est un nombre pair. 11 ça marchera. Etc. Et je vous laisserai regarder. Je vais vous parler tout à l'heure d'une technique pour les retrouver tous ces nombres premiers. Donc je vous donne un théorème, histoire de vous faire comprendre pourquoi on vous parle de nombres premiers.
tout nombre entier strictement supérieur à 1 est premier, ou se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers. Alors quand on parle de décomposition unique, c'est à l'ordre près. En général, on mettra les facteurs premiers dans l'ordre croissant. Alors, on va essayer de décomposer le nombre 600 sous forme de nombre premier. Pour ce faire, alors là vous avez l'exemple, je vais maintenant vous montrer comment on l'écrit. Pratiquement comme une division. 600, je commence par le premier nombre premier, le plus petit. D'accord? Donc c'est 2. Est-ce que 600 est divisible par 2? Oui. Donc j'écris 2. Et maintenant je fais la division. 600 divisé par 2, ça va me faire 300. Est-ce que je peux encore diviser par 2? Oui. Donc je réécris 2. 300 divisé par 2, ça me fait 150. Est-ce que je peux encore diviser par 2? Oui, j'ai toujours un 0 derrière à la fin, le dernier chiffre. Donc je continue. 150 divisé par 2, ça va faire 75. Ah, je ne peux plus diviser par 2. Donc je vais regarder avec 3. Est-ce que 75 est divisible par 3? Oui. Donc j'écris 3. 75 divisé par 3, ça va me donner 25. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Donc le nombre premier suivant, on a dit 4 n'était pas un nombre premier, je vais donc prendre 5. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 5, c'est divisé par 5. Et je vais obtenir 1. À partir du moment où j'obtiens 1, j'ai fini ma décomposition. Et je vais donc pouvoir écrire que 600. Ça va être égal à le beau produit de tous ces nombres-là, que j'entoure en rouge. D'accord? Donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. On va aller un peu plus loin. 2 fois 2 fois 2. En fait, on va pouvoir écrire 2 au cube. Vu que j'ai 3 facteur 2, je vais pouvoir l'écrire au cube. Je multiplie par 3. Je l'ai qu'une fois, je ne touche pas. Et j'ai 5 fois 5. 5 fois 5, c'est 5 au carré. J'ai deux facteurs 5, donc je vais les indiquer avec mon carré, là, mon nombre 2, placé en haut à droite, un plus petit. Voilà, j'ai fini ma décomposition de 600. Je retrouve bien le résultat qui était donné par le cours. 600 va être égal à 2 puissance 3 fois 3 fois 5 puissance 2. Autrement dit, 600 est égal à 2 au cube fois 3 fois 5 au carré. On continue. Le crypte d'Érastosthène. Pour déterminer tous les nombres premiers parmi les 100 premiers entiers positifs, on va procéder comme on a dit. On sait que 1, ce n'est pas un nombre premier, je le raye. Donc 2 est un nombre premier. Mais si 2 est un nombre premier, tous les nombres qui sont divisibles par 2 ne peuvent pas l'être premiers, puisque tous les nombres qui existent sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc il suffit de rajouter un diviseur supplémentaire et on n'est plus premier du tout. Donc tous les nombres pairs, je peux les rayer. Hop. Je les raye parce qu'ils sont, en plus d'être divisibles par 1 et par eux-mêmes, ils sont au moins divisibles par 2. Et ça me suffit pour les rayer et considérer qu'ils ne sont pas premiers. Je continue, je prends le prochain nombre qui n'est pas rayé, c'est 3. Et bien, je vais prendre tous les nombres multiples de 3 et je vais les rayer. Donc j'ai 12, ensuite je vais avoir 15, 18 il est rayé, je vais avoir 21, 24 est rayé, 27, 30, 33, 36 est rayé, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 39. Alors, si vous regardez bien comment sont situés les nombres, avec ces dispositions, vous apercevez qu'on peut les rayer rapidement. Sur chaque colonne où j'ai rayé une fois, il suffit que je laisse deux nombres entre les nombres et je retombe pile poil où il faut. Il me reste 99 et normalement j'ai tout fait. Donc j'ai rayé tous mes multiples de 3, je prends le prochain nombre qui n'est pas rayé. Donc 4 est rayé, je ne le considère pas, il me reste 5, 5 est un nombre premier. Je n'ai plus qu'à rayer tous les nombres qui sont facteurs, qui sont multiples de 5. Donc qui se terminent soit par 5, soit par 0. 0 j'ai déjà éliminé, je vais
rayer maintenant tous les nombres qui se terminent par 5. Je vais prendre 7 maintenant. Je vais rayer tous les facteurs, tous les multiples pardon, de 7. 14 est déjà rayé, 21 est rayé, 28 est rayé. Après 28, ça va faire 35, il est rayé. 49, il est rayé. 49, je le raye. 49 et 7, ça va faire 56, il est rayé. Je rajoute 7, ça va faire 63, il est rayé. Ensuite 70, il est rayé. 77, je l'enlève. Plus 7, ça va faire 84. Plus 7, 91, je le raye. Et ensuite 98, c'est bon. Je prends le prochain nombre qui n'est pas rayé, ce sera 11. Tous les multiples de 11, ils sont sur la diagonale. 11 fois 2, 22, 11 fois 3, 33, etc. Je m'aperçois qu'ils sont tous rayés, donc on est bon. Je prends le prochain nombre qui n'est pas rayé, j'ai 13. 13 fois 2, 26. 13 fois 3, 39. Donc je vous laisse vérifier tous les multiples, vous allez vous apercevoir que tous les multiples sont déjà rayés. Donc je vais pouvoir prendre 17, je vais pouvoir prendre 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47. Alors ça m'a fait combien? J'ai 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un 15e nombre premier ici, un 16e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Est-ce que je n'ai pas oublié un quelque part? Si, le 25 il est là, c'était 29, j'avais oublié. Donc on a 25 nombres premiers parmi les 100 premiers nombres positifs. Voilà, donc il faut s'en rappeler, au moins se rappeler des nombres premiers jusqu'à 31. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, il faut vous en rappeler. Si vous arrivez à vous rappeler de tous ces nombres premiers jusqu'à 97, c'est encore mieux. On continue, on retrouve la même chose, c'est impeccable. Il y a bien 25 nombres premiers, inférieurs à 100.